la veille du discours de Michel Rocard sur la politique sociale, Pierre Mauroy appelle le comité directeur du PS à mettre ses critiques en sourdine. Un document exclusif et fer froid, le reportage au cœur d'une base aérienne américaine où les meilleurs pilotes de chasse simulent les scènes de guerre. Cagliari à 2 heures du choc Pays-Bas-Angleterre, la police italienne maintient un calme relatif dans les rues. Et puis notre invité ce soir, Roger Hanin, inattendu Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme au théâtre et qui commentera aussi l'actualité de ce soir. Bonsoir, mais tout d'abord le problème de taille posé par les nouvelles normes d'entrée dans la police nationale pour les femmes. Elles devront désormais mesurer 1,66 m au lieu d'1,63 m auparavant, sachant que la moyenne nationale est d'1,61 m. Vive émotion, vous le comprenez, de Michel André, secrétaire d'État aux droits de la femme, qui s'inquiète de cette façon mesurée de bouter les femmes hors de la police nationale. Éric Thibault. Pierre Jox a tranché. Toise en main, il a décidé que les fliquettes de France devraient désormais mesurer 1,66 m. C'est donc le nouveau chiffre magique de la police nationale. Pas de pitié pour les petites à 1,65 m recalées. Les hommes tiennent donc leur revanche. Réaction immédiate au secrétariat d'État des droits de la femme. Michel André dénonce la mesure scélérate, car seule la taille minimum des femmes augmente, passant de 1,63 m à 1,66 m. alors que celle des hommes est maintenue à 1,71 m. Autant dire qu'il s'agit d'un vrai flagrant délit de machisme. En clair, le secrétaire d'État des droits de la femme accuse de sexisme son collègue de l'Intérieur. Bref, une polémique au sommet qui risquerait fort de provoquer une nouvelle guerre des polices. Politique à la veille du discours de Michel Rocard sur la politique sociale. Pierre Mauroy a fait la grosse voix ce matin au comité directeur du Parti Socialiste. Il faut arrêter de marmonner, de ronchonner, de bougonner, a-t-il dit. Il faut se remettre au travail avec une priorité exaltée cette fois par tous, franchir une nouvelle étape sociale. Daniel Sportiello. Pas question de donner de nous l'image du camp d'en face. 3 mois après le congrès de Rennes, les socialistes réunis pour la première fois en comité directeur ont bien voulu laisser leurs divergences à la porte et jouer l'apaisement, tout courant confondu. Rien n'est jamais oublié, mais à l'évidence, la page est tournée. Volonté d'apaisement aussi chez Laurent Fabius, après le vif différend qui a opposé les rocardiens à ses amis. Les fabiusiens estiment que la mise en œuvre de la nouvelle étape sociale tarde trop et attendent du gouvernement un coup d'accélérateur, sur la revalorisation des bases et moyens salaires notamment. C'est tout à fait normal que nous fassions un certain nombre de propositions et que nous fassions preuve d'imagination, et c'est notre rôle. Mais en même temps, il n'y a critique contre personne. Je crois que tout le monde doit tirer dans la même direction. Et moi, l'esprit dans lequel j'ai demandé aux uns et aux autres de travailler, c'est justice sociale, imagination et unité. C'est très important. Justice sociale, imagination et unité. Dont acte. Pierre Mauroy n'a d'ailleurs pas manqué de fustiger les courants qui tenteraient de devenir des partis dans le parti. Il est temps de se mettre au travail, a rappelé le premier secrétaire, qui attend aussi du Premier ministre des précisions sur la politique sociale dans les prochains mois. Pour Pierre Mauroy, la nouvelle étape sociale qu'il réclame lui-même depuis 1 an est devenue incontournable. Le gouvernement a fait du social, il a même fait beaucoup de social pour les plus démunis. Pensons au RMI. Mais il faut une nouvelle, maintenant, étape sociale. C'est-à-dire qu'il faut penser aux autres, cette immense classe moyenne. Michel Rocard, qui doit intervenir demain, est donc attendu au tournant. Ses réponses détermineront la qualité des rapports entre socialistes et gouvernement dans les mois à venir. Roger Hanin, j'ai le souvenir de votre air désolé au congrès du Parti Socialiste à Rennes. Oui, c'est vrai, j'étais triste parce que bon, c'était des affrontements entre gens de personnalités de grande encolure, et de les voir comme ça se disputer, se déchirer, c'était triste. Alors, belle unanimité au comité directeur du PS, toujours aujourd'hui, pour accepter le regroupement des élections cantonales et régionales en mars 1992. Un projet de loi regroupant ces 2 élections devrait être adopté très rapidement en Conseil des ministres pour être discuté au Parlement au début de la prochaine session. De son côté, Jacques Chirac souhaite que l'on s'engage à faire vivre l'idéal gaulliste. Invité des cérémonies commémoratives de l'année de Gaulle à Bayeux, le président du RPR a également rappelé les liens historiques entre le général et la cité normande. À Bayeux, Charles Mélingue. 1 Charles
12 h, au monument de la libération de Bayeux, Philippe de Gaulle, Raymond Triboulet, Maurice Schumann et Pierre Messmer retrouvent Jacques Chirac, venu lui aussi ranimer la flamme du souvenir. Bayeux est en quelque sorte l'une des villes symboles du gaullisme. Charles de Gaulle y est venu 4 fois, le 14 juin bien sûr, mais aussi en 1946 pour jeter les bases de la Constitution. « J'aime à revoir la Normandie, c'est le pays qui m'a rendu la France », devait lancer Maurice Schumann avant que Jacques Chirac ne donne sa notion actuelle du gaullisme. Le gaullisme, c'est une certaine idée de la politique, fondée sur la fidélité à ses convictions et sur la capacité à prendre des risques pour les défendre. La pratique politique si répandue aujourd'hui, qui consiste à ne pas déplaire, à tenir des propos aseptisés et à conduire des actions sans relief, de manière à ne susciter ni rejet ni adhésion, n'est pas gaulliste. Ce fut ensuite l'inauguration du musée mémorial Charles de Gaulle installé dans l'hôtel du gouverneur, une demeure du XVe et XVIe siècle et qui traite la période allant de 1944 à 1946. Enfin, c'est Alain Juppé qui devait déposer à Isigny et à Grand-Camp les gerbes du souvenir, en même temps qu'avait lieu l'hommage populaire. Le football maintenant, la Coupe du Monde s'est mise à danser la samba cet après-midi. Le Brésil a retrouvé toutes ses sensations face au Costa Rica. Petite victoire, mais avec 4 tirs sur les montants. Commentaire de Jean-Philippe Guillard. Les triples champions du monde vont se procurer 7 occasions très nettes dans la première demi-heure, comme ici où la barre transversale sauve le Costa Rica. Sur le corner qui va suivre, c'est Carlos Moser qui place une superbe tête. Le ballon termine sa course dans le petit filet. 34e minute, déviation pour Müller à l'affût dans les 16 mètres. Sa reprise déviée par un défenseur prend Conejo à contre-pied. Sur le ralenti, on remarque que c'est Montero, le numéro 20, qui touche la balle au passage. 1-0 pour le Brésil, c'est la marque à la mi-temps, un score très flatteur pour le Costa Rica. En seconde période, les joueurs de Lazzaroni continuent leur festival offensif. Petit pont, centre parfait, remise, le sens du jeu collectif des Brésiliens étouffe les Costariciens. Mais dans ses buts, Conejo, déjà très bon contre l'Écosse, fait une partie remarquable. 1-0, les Brésiliens vont finalement se contenter de cette petite victoire qui leur ouvre les portes des 8e de finale. Le Costa Rica n'a pas à rougir de cette défaite, mais peut surtout remercier son gardien Conejo, excellent cet après-midi. Roger Hanin, le théâtre ne nous empêche pas de suivre la Coupe du Monde? Mais si, ça m'empêche. Là, vous me voyez, j'arrive au premier filage de Bourgeois Gentilhomme. Je ne vois que des extraits le soir, mais enfin, je m'en accommode. Parce que je ne suis que dans le Bourgeois Gentilhomme, je ne vois que ça. Alors sachez que pour l'instant, à Cagliari, en Sardaigne, le défi verbal entre les supporters néerlandais et anglais n'a pas dégénéré. Le choc sportif entre les deux équipes reste sous la menace d'un affrontement entre les hordes des deux camps. À Cagliari, pour la 3, Didier Balaise. Une effervescence malsaine s'est emparée de Cagliari. Tous les endroits stratégiques sont gardés, l'aéroport, la gare, le port. L'arrivée en masse des supporters anglais et hollandais propage l'angoisse. Certains sont calmes, d'autres ont allégué cette rencontre pour extérioriser leur haine par la violence. L'accès et le débarquement du ferry sont étroitement surveillés par la police et l'armée, pratiquement en état de guerre. Un renfort de 1200 agents de la sécurité porte à 7000 leur nombre. Écoutez, la situation est parfaitement calme pour l'instant. Nous arrivons à contrôler tous les endroits stratégiques, ce qui nous permet d'intervenir rapidement. De toute manière, quoi qu'il arrive, nous savons que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Aucun égarement n'est toléré, les uniformes quadrillent la capitale sarde. Si les fans exhalent leur joie, la chaleur ambiante contraste avec la rigueur de la réception à terre. Une fouille très stricte leur est imposée par les accompagnateurs. La police, oui, très contrôlée, nous, oui. En plus des forces de sécurité, de nombreux gardes en civil patrouillent et canalisent les Hollandais. Les carabinieri observent discrètement par le biais de caméras des bandes déguisées. Depuis Rome, nous ne les avons jamais perdus de vue. Pendant 1 mois, nous avons suivi leurs moindres faits et gestes. Bien sûr, la discrétion s'impose. Alors nous nous relayons afin de ne pas éveiller les soupçons. Cette procédure se poursuit également dans les avions et les trains. Une association non violente possède un bureau en centre-ville afin de pallier les carences de l'organisation. Des fédérations se sont créées. Il s'agit du FSA formé de bénévoles. Si la majorité des jeunes souhaitent une fête sportive, le mécontentement de certains supporters britanniques maltraités ne fait qu'accroître la tension. Vous savez, moi, j'ai un passeport anglais. On n'a pas le droit de me garder ici comme une prisonnière. Sincèrement, ai-je véritablement une tête de hooligan?
Après quelques incidents du week-end dernier, les consignes sont fermes. Tout débordement ce soir entraînerait une répression sévère qui pourrait froisser quelques susceptibilités. Et la répression qui a commencé entre la réalisation de ce reportage et sa diffusion et à l'instant même. Une dépêche m'apprend que de violents affrontements viennent d'opposer des supporters anglais et la police, donc à moins de 2 heures maintenant du coup d'envoi de la rencontre. La police a violemment chargé 200 personnes, donc supporters britanniques ou supposés tels ont été arrêtés. Par ailleurs, il y aurait de nombreux blessés qui ont été évacués vers des centres de soins. D'autres informations et d'autres développements bien sûr dans Soir 3 à 22 heures. Un dossier exclusif maintenant, un reportage au cœur de la base aérienne américaine de Nellis dans le Nevada, où les meilleurs pilotes de chasse français, anglais et américains participent au Red Flag. C'est un exercice le plus proche des conditions de guerre, des images que vous n'avez jamais vues. Reportage à Nellis, Jean-François Gringoire, Philippe Poncet. À 13 km de Las Vegas, on passe son temps à des jeux qui relèvent beaucoup moins du hasard. Nellis Air Force Base, l'un des endroits les mieux gardés des États-Unis, même si en apparence, on y rentre comme dans un moulin. Carrément une petite ville où la population civile et militaire forme une communauté de 48 000 personnes. Nellis est tout simplement la 3e cité du Nevada. Sous son apparence tranquille, Nellis est en fait le cœur névralgique de l'US Air Force. C'est sur l'un de ces sites, perdu dans le désert, qu'a été mis au point le F-117 Stealth, l'avion invisible qui échappe au radar. Sur 3 km, des rangées de 8 avions tous les 50 mètres. Au total, près de 300 appareils de tout genre venus des 4 coins des États-Unis. Les F-15, le top de l'US Air Force, les F-16, chasseurs extrêmement rapides et maniables, les bombardiers F-111, quelques fantômes et les vieux B-52 que les Américains jugent toujours pour l'instant aussi fiables. Les Anglais, eux, ont envoyé 9 tornados de la Royal Air Force. D'habitude, avec les tornados anglais, les relations sont plutôt tendues, il manque un peu de souplesse d'ordinaire. Or, à ce red flag-là, j'étais surpris de voir des Anglais vraiment très accueillants, avec qui on a pu discuter, travailler ensemble. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. Les Français sont donc là aussi. 6 Jaguars et 2 Mirage F1 CR de la FATAC, la Force Aérienne Tactique, tous sont venus participer au Red Flag 90. Most clear is the fact that, as I told your pilots last night, it doesn't matter what country you're from, and it doesn't matter what kind of aircraft you fly. When you come and you're forced to do the combat mission, your goal is to fly, to fight, and to win. Pendant 6 semaines, les pilotes s'entraînent dans les conditions de guerre les plus réalistes qui soient. Au-dessus d'un territoire grand comme la Suisse, les bleus et les rouges s'affrontent. Les premiers ont des cibles à atteindre en territoire ennemi, les seconds doivent jouer les intercepteurs, le tout enregistré et analysé sur ordinateur. Pour corser l'affaire, l'US Air Force a créé en 1972 ce qu'elle appelle The Aggressors, les agresseurs, des pilotes américains qui ont appris tout ce que l'on peut savoir sur les techniques de combat soviétiques. À chaque confrontation, leurs adversaires en tirent de riches enseignements, mais nous, il nous aura été interdit de leur parler. Visiblement, la glasnost n'a pas encore atteint le Nevada. Et deuxième volet du reportage de Jean-François Gringoire et Philippe Poncet demain avec un reportage sur une mission à bord même d'un Mirage F1 français. En Algérie, les opposants au courant intégriste s'organisent 4 jours après la victoire du Front islamique du salut aux élections locales. À l'instar de ce qui s'était passé en RDA, en Tchécoslovaquie, ils ont créé un forum, le Forum de la démocratie. À Alger pour la 3, Morad Aïtabouche et Marc Dou. Avocats, universitaires, médecins, intellectuels de tous bords, hommes, femmes, ils ont décidé de se mobiliser. Face à la montée du Front islamique du salut, ils ne veulent pas baisser les bras. Moi j'entends des déclarations en France à propos de boat people qui viendraient se réfugier chez vous. Je voudrais que les Français arrêtent de fantasmer. Les Algériens sont de grandes personnes qui vont régler leurs problèmes en Algérie
comme de grands Algériens. Et de ce côté-là, je souhaiterais demander aux Français d'arrêter de se donner des frissons, parce que les Algériens sont appelés à continuer à vivre dans leur pays. Pour relever le défi des islamistes, ils ont créé le Forum de la démocratie. Une première en Algérie, les femmes sont au premier plan, elles n'ont pas peur. Alger, ce n'est pas l'Iran, c'est l'Algérie avec son identité algérienne, son histoire. Et ce qui marque l'histoire, la seule chose, je crois, qu'on peut retenir de l'histoire algérienne, en tous les cas des femmes algériennes, c'est la combativité. Ce n'est pas un peuple qui baisse la tête. Chacun de nous. Dans un premier temps, les membres de ce forum chercheront à travailler sur le terrain, partout où le pouvoir leur avait interdit d'aller. Bâillonnés pendant 25 ans, ils ont des choses à dire, mais ils savent que la démocratie ne se fera pas sans mal. Je ne vois pas pourquoi le peuple algérien devrait être plus héroïque, plus génial qu'un autre peuple. Il va accoucher de la démocratie dans la douleur. Et comme je l'ai déjà dit, les femmes sont là pour apprendre comment accoucher dans la douleur. Nous sommes prêtes à continuer notre combat, à continuer jusqu'au bout. Les responsables du forum n'ont pas l'intention de créer pour le moment un parti politique. Leur unique objectif est de rassembler tous les démocrates du pays, sans exception. Roger Hanin, l'Algérie en passe de devenir un État confessionnel, comme d'autres dans le monde d'ailleurs. J'espère que non. En tout cas, ce que je viens de voir à propos du forum, c'est une chose magnifique. Et je regrette de ne pas être algérien parce que j'en ferai partie. Le gouvernement lituanien propose ce soir au Parlement de suspendre la déclaration d'indépendance. Les députés lituaniens ne se réuniront pas toutefois avant mardi. Les premiers signes d'apaisement étaient apparus aujourd'hui dans les relations entre la République balte et Moscou. Voici en quelques télégrammes les autres faits marquants de l'actualité en France et à l'étranger avec le commentaire de Pascal Justice. L'URSS avait annoncé un geste de bonne volonté pour accélérer les négociations avec les pays baltes, c'est chose faite. Aujourd'hui, Moscou a rétabli une partie de ses livraisons de gaz à la Lituanie. Cela ne représente que 15% des besoins du pays, mais le geste a été apprécié puisque la Lituanie, en réponse, vient de suspendre sa déclaration d'indépendance. Frédéric de Klerk est un homme intègre, a déclaré Nelson Mandela en visite aux Pays-Bas. Après la haie, le vice-président de l'ANC s'est rendu à Amsterdam où 10 000 personnes l'attendaient pour l'ovationner. Mais ce 16 juin est aussi l'anniversaire du massacre de Soweto. Il y a 14 ans, la police avait tiré sur des enfants et Mandela a décidé aujourd'hui de plaider pour le pardon des crimes commis. Ce soir, Mandela poursuit son voyage vers Londres. Plusieurs milliers de personnes rassemblées derrière l'abbé Pierre cet après-midi à Paris. Les manifestants réclamaient le relogement des 65 familles expulsées qui dorment aujourd'hui dans les rues. Le fondateur d'Emmaüs estime à près de 2 millions le nombre de logements habitables mais non louables parce qu'il y manque l'eau et les toilettes. Si demain les grandes villes n'abritent que des gens aisés, a-t-il prévenu, elles seront maudites par des centaines de ghettos qui les entoureront. Deuxième partie ce soir à Chantilly du concours international de feux d'artifice. Hier soir, il y avait 55 000 spectateurs pour applaudir les concurrents, mais il faudra attendre ce soir pour connaître le vainqueur du trophée du Bouquet d'Or. Il aura fallu pas moins de 50 tonnes d'explosifs pour éclairer le ciel de 1000 feux. Voilà, vous me disiez, Roger Hanin, que l'habitat c'était une priorité politique. Oui, moi il m'arrive quelquefois d'avoir des intuitions politiques et mon intuition actuellement c'est que l'habitat c'est prioritaire. C'est la priorité des priorités. On peut pas en faire l'impasse là-dessus. Je dis quelqu'un qui gagne 1000 francs, 10 000 francs par mois, ce qui est pas mal, quand il paye 5 000 francs de loyer, en général c'est entre 40 et 50% de son salaire et qu'il lui reste un pot d'aide du 2 ou 3 000 francs, la vérité elle est là. Donc il faut penser, j'ai pas de solution, il faut penser à la notion du loyer par rapport au revenu net, c'est très important. Vous aussi, hein, vous êtes en avance sur le discours de politique sociale de Michel Rocard de demain. Oh ben pourquoi je pense qu'il peut entendre mon émotion, non? Alors parlons théâtre maintenant, émotion d'un tout autre genre, le bourgeois gentilhomme, oui, Molière, Roger Hanin, Monsieur Jourdain, c'est relativement inattendu quand même. C'est tout à fait inattendu. Mon intention n'était pas de jouer le bourgeois gentilhomme, mais c'est un metteur en scène ami, après avoir joué Godot avec lui, qui me l'a demandé. Jean-Pierre Bouvier. Oui, et là, je dois dire que je m'entends magnifiquement avec lui. Vous savez, c'est un bourgeois gentilhomme, on dit toujours qu'il sera original, celui-là je suis sûr qu'il le sera. Parce que, vous savez, Chabrier disait souvent, à propos des pièces ou de la musique, c'est de la musique que c'est pas la peine. Moi je pense qu'on ne pourra pas dire que c'est un bourgeois gentilhomme que c'est pas la peine parce qu'il ne ressemble pas aux autres. C'est l'histoire d'une démence, c'est une histoire très cruelle, très dure, on rit mais c'est brutal, c'est l'histoire d'une folie, de quelqu'un qui est incapable de dépasser son quotient intellectuel, qui souffre
de ne pas accéder à la culture et à une certaine condition sociale et qui en devient fou. Alors, c'est un beau parcours. Alors, cette pièce sera présentée d'abord le 21 juin à Versailles, et puis ensuite au Festival de Pau. Nous allons en reparler dans un instant, mais tout de suite, une image de l'ambiance au cours de la répétition. C'était il y a quelques jours seulement. Beaucoup de travail pour Roger Hanin pour apprendre Molière dans le texte. Regardez, ambiance répétition. C'est dur d'être pédant comme ça, hein? Oui, mais c'est... dirais-je. Oui, mais je me regardais avec, pardon, une pointe d'auto-attendrissement parce qu'il faut avoir le culot d'assumer le personnage que l'on joue. Là, quand j'ai joué des crapules, des gens brutaux, et je l'ai fait au bout parce que je participais à une démonstration. Et là, quand on joue un ridicule, il faut vraiment s'assumer. Il ne faut pas balancer un petit clin en disant, vous savez, je fais ridicule, mais quelque part, je fais intelligent, je suis pas le personnage que je joue. Il faut vraiment aller au bout, et quand on va au bout, ça devient pathétique, et on réussit. Alors, en 2 mots, le Festival de Pau, qui va s'ouvrir dans quelques jours aussi, et où sera présentée cette pièce? Oui. Le Festival de Pau, c'était un peu mon enfant. Je l'ai créé il y a 14 ans, en 1977, grâce à André Labarrère, qui me l'a demandé. Et maintenant, je pense que c'est un des festivals les plus importants de France. Je veux préciser qu'il y a aussi à vos côtés, dans ce bourgeois gentilhomme, Christiane Minazzoli. Roger Hanin, vous restez avec moi. Nous venons de recevoir des images que je vais découvrir en votre compagnie. Images de la violence ce soir dans les rues de Cagliari, en Sardaigne, où la police italienne, je vous le disais tout à l'heure, a chargé sur environ 1500 hooligans anglais, venus visiblement non pas pour assister à la rencontre de football entre l'Angleterre et les Pays-Bas, mais pour provoquer des incidents, soit avec les supporters hollandais, soit avec les forces de l'ordre. Aucun supporter hollandais n'a été pris dans cette rixe. Il y aurait de très nombreux blessés, je vous le disais, 200 personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre italiennes. Nous gardons ces images aux abords du stade de Cagliari, où va donc se jouer maintenant dans un peu plus d'1 heure la rencontre, déjà le premier choc de la Coupe du Monde de football entre l'Angleterre et les Pays-Bas. Espérons que ces incidents seront sans lendemain et que surtout l'après-match, quel que soit le résultat, n'aura pas d'incidence. Dans quelques instants, vous allez retrouver la météo de Florence Klein. Roger Hanin, je vous remercie. Bonne chance au bourgeois gentilhomme. C'est une pièce difficile. Vous me disiez que vous ne l'aviez pas encore complètement fini d'apprendre le texte. Si, on a filé pour la première fois. On a fait un filage pour la première fois cet après-midi. Et vous avez fait de la prose en sachant parfaitement que vous faisiez de la prose? Oui, contrairement à M. Jourdain. Merci Roger Hanin. Je vous le disais donc, la météo de Florence Klein. Je vous retrouve à 22 h pour Soir 3. Très bon début de soirée.